Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étude de fonctions. Alors commençons par le plan d'étude d'une fonction. Attention, ici je vais donner juste les éléments principaux, je donnerai quelques détails par la suite. Alors étudier une fonction, disons f, consiste à déjà préciser l'ensemble de définitions, détecter et étudier d'éventuels points de discontinuité et ou points de non-dérivabilité, déterminer une éventuelle parité et ou périodicité de f, déterminer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définitions, détecter la présence d'asymptotes et ou de branches infinies, et bien évidemment il va falloir préciser lesquelles, étudier les variations de f, en particulier via le calcul de sa dérivée, mais c'est pas obligé, et dresser son tableau de variations, détecter des points particuliers, notamment l'intersection de la courbe de f avec les axes et les points fixes de f, déterminer les tangentes à la courbe, ou en tout cas certaines tangentes à la courbe, alors notamment au point de non-dérivabilité, je ne l'ai pas noté, mais au point par exemple d'intersection avec les axes, et puis au point limite. Alors attention, les points limites, c'est dans le cas où on aurait des points limites qui ne sont pas l'infini, et pas de points limites pour lesquels la fonction n'est pas définie, auquel cas, a priori, on aurait plutôt des asymptotes ou des branches infinies. Et puis le dernier point, c'est tracer dans un repère adapté, adapté à la situation, l'allure de la courbe représentative de f. Alors, je vous ai donné ici un certain nombre de points pour l'étude d'une fonction. On pourrait en rajouter, par exemple, on pourrait étudier la convexité ou la concavité, on pourrait aller regarder quel type de point est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a un point normal, un point anguleux, un point d'inflexion, etc. Bon, on va se contenter ici de ces points-là, mais sachez qu'on pourrait rajouter quelques points supplémentaires pour l'étude d'une fonction. Autre remarque, donc je vous ai dit, je vais détailler par la suite ces points. En tout cas, je vais donner un petit peu plus de détails. Dans l'ensemble, je vais donner assez peu de détails puisque tous ces points ont été traités en détail dans d'autres vidéos précédemment. Donc, je vais juste rappeler les points essentiels et puis quelques points qui n'ont pas encore été vus. Alors, pour l'ensemble de définitions, eh bien, on cherche en fait les x tels que f de x a un sens, ou existe. Donc les points essentiels à se rappeler et à prendre en compte pour déterminer l'ensemble de définitions, eh bien il faut se rappeler qu'un dénominateur ne doit pas être nul, d'accord? Donc quand on a une fraction, on se rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0, donc ce qu'on a en bas de la fraction doit être différent de 0, et donc ça va vous donner des conditions sur x. Quand on a une racine énième avec n paires, notamment une racine carrée, eh bien on sait que ce qu'on a dans la racine doit être absolument positif ou nul, puisque je ne peux pas prendre la racine énième avec n paires de quelque chose de strictement négatif. Et puis, le dernier point à vraiment se rappeler, c'est que le logarithme, notamment le logarithme népérien, n'est défini que pour des quantités qui sont strictement positives. Donc à nouveau, ce qu'on a dans le log doit être strictement positif, ce qui va vous donner des conditions sur le x. En ce qui concerne la continuité et la dérivabilité, eh bien en réalité, on n'en parle que s'il y a un problème, ce qui sera assez rarement le cas, puisque vous savez que la quasi-totalité des fonctions de référence sont continues et dérivables sur tout leur ensemble de définitions.
Et puis, on sait que la somme, le produit, le quotient, alors en quotient, en faisant attention de ne pas diviser par 0, la composition, etc., de fonctions continues et ou dérivables va donner des fonctions continues et ou dérivables. Donc en général, il n'y aura pas de problème, mais attention, on peut avoir un souci de dérivabilité lorsqu'on a par exemple une valeur absolue ou une racine énième avec n paires, puisque on sait que la valeur absolue n'est pas dérivable en 0 et de la même façon, une racine énième avec n paires ne sera pas dérivable en 0. Donc, il faut se méfier. Alors, c'est pas forcément 0, hein, c'est quand la quantité qui est dans la valeur absolue ou dans la racine énième vaut 0 qu'on risque d'avoir des problèmes de dérivabilité. Pour la notion de parité et de périodicité. Alors, je vais commencer par faire quelques rappels. Si f est pair, eh bien, on sait que par définition, ça veut dire que pour tout x dans son ensemble de définitions, disons D, f de moins x est égal à f de x, et puis on sait que la représentation graphique de f va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Tout ça pour dire que bien on peut se contenter d'étudier la fonction f sur, alors j'ai mis R plus inter D, c'est-à-dire la partie de son domaine de définition qui est positive, hein, positive ou nulle. Alors on pourrait prendre la partie de son domaine de définition hein, qui est négative. Donc on prend un des deux côtés et on complète par symétrie. Hein. Donc au lieu d'étudier la fonction sur tout son domaine de définition, on peut l'étudier sur la moitié et compléter par symétrie. Bon, si f est impair, c'est le même principe. Hein. Donc on sait que par définition, pour tout x dans son domaine de définition, f de moins x est égal à moins f de x. Et puis la représentation graphique de f va être cette fois symétrique par rapport à l'origine. Et encore une fois, on peut se contenter d'étudier la fonction f sur la partie positive de son domaine de définition ou la partie négative et compléter par symétrie. Une petite remarque, on pourrait définir d'autres symétries que simplement les symétries venant de la parité, c'est-à-dire symétrie par rapport à l'axe des ordonnées et symétrie par rapport à l'origine. Pour ce faire, ce ne serait pas très compliqué. Simplement, bon, on ne va pas le voir en détail ici, mais on peut le faire. Hein. Donc, on va pouvoir dire, ou on pourrait dire que CF admet un axe de symétrie, disons x égale x0, donc une droite verticale. Hein. Si le domaine de définition de f est symétrique par rapport à x0, et si on a f de x0 plus x qui est égal à f de x0 moins x. Alors, c'est pas si compliqué que ça à démontrer. Alors admettons, hein, j'ai ici ma droite, donc x égale x0. J'ai ma courbe qui est, je ne sais pas moi, symétrique autour. Alors, je ne sais pas si c'est très symétrique, mais bon, peu importe. Je prends deux points donc, qui sont dessus. Alors je vais prendre, admettons, hop, j'ai ici x0 moins x. Ici, j'ai x0 plus x. Bon, c'est pas très symétrique, mais tant pis. Donc, j'ai la même longueur hein, des deux côtés. Bon, vous voyez bien que pour avoir la symétrie par rapport à l'axe x égale x0, je dois avoir ici hein, ma droite qui doit être donc perpendiculaire hein, à x égale x0, et puis donc les deux longueurs là qui doivent être les mêmes. Donc là c'est simplement x0 plus x et x0 moins x il nous dit. Et mon point, enfin mes deux points ici, ils ont la même hauteur. Donc ici ce point a pour coordonnées x0 plus x et puis donc f de x0 plus x. Et puis le point de l'autre côté, c'est x0 moins x, f de x0 moins x. Et donc vous voyez qu'effectivement, ils doivent avoir la même hauteur, hein, c'est-à-dire f de x0 plus x qui doit être égal à f de x0 moins x.
Et puis, on pourrait aussi déterminer que CF admet un centre de symétrie de coordonnées, cette fois x0, y0. Tout simplement, si le domaine de définition de f, encore une fois, est symétrique par rapport à x0, et si on a f de x0 plus x plus f de x0 moins x qui est égal à 2y0. Alors là, à nouveau, hein, c'est pas très compliqué à démontrer. Là, on sait que deux points vont être symétriques par rapport à un centre de coordonnées, disons x0 et y0. Bah, tout simplement, si ce point-là de coordonnées x0 et y0 est le milieu du segment hein, formé par les deux points. Donc ce point-là, on va dire par exemple c'est x0 moins x, et puis donc f de x0 moins x. Et puis je vais avoir ici x0 plus x, avec f de x0 plus x. Et là, il suffit de prendre les formules donnant les coordonnées du milieu, connaissant les coordonnées des deux extrémités de segment, et vous verrez qu'on trouve exactement la formule qui est donnée ici. Remarquez d'ailleurs que eh bien, ce que j'ai défini ici pour l'axe de symétrie, on voit que les fonctions paires sont bien des cas particuliers hein, de tout ça, avec x0 qui vaut 0. Et puis, ce que j'ai défini ici avec le centre de symétrie, eh bien pour les fonctions impaires, on a bien un cas particulier où on a x0 qui vaut 0 et y0 qui vaut 0. Bon, revenons à ce qu'on va vraiment utiliser. Si f est périodique de période t, alors on sait que par définition, pour tout x dans le domaine de définition, eh bien f de x plus t va être égal à f de x. Et donc on peut se contenter d'étudier la fonction f sur une période, alors par exemple sur 0t ou sur moins t sur 2, t sur 2. Bon, si jamais la fonction f n'est pas définie sur tout R, hein, qui a des points qui ne sont pas contenus, bon, bah, on adaptera un petit peu ce que je viens de dire, mais l'idée c'est qu'effectivement on peut se contenter d'étudier la fonction sur une seule période, et puis bah, tout simplement reproduire sur tout le domaine de définition par périodicité. Alors, passons maintenant aux notions de limite, asymptote et branche infinie. On va voir ici des points qu'on n'a pas vus précédemment. Si la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, or plus l'infini ou moins l'infini hein, d'ailleurs, donc si cette limite c'est L qui est un nombre fini, eh bien dans ce cas-là, on peut dire que la droite d'équation y égale L, c'est-à-dire la droite horizontale, disons de hauteur L, eh bien c'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale ACF en plus l'infini ou en moins l'infini, hein, si c'était la limite en moins l'infini. Donc ça veut dire en fait que, bah oui, si on regarde, on va se rapprocher toujours plus de cette valeur L. Bon, bah voilà, on a cette droite vers laquelle on va tendre, entre guillemets, ou dont on va se rapprocher toujours plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Si la limite en a un x fini, donc quand x tend vers a, disons, c'est égal à plus ou moins l'infini, peu importe, ça ne change rien. Alors j'ai précisé soit x qui tend vers a, soit x qui tend vers a, plus ou moins, hein, si on doit différencier les cas. Donc, peu importe hein, qu'on soit que à gauche, que à droite ou des deux côtés, si la limite c'est plus l'infini ou moins l'infini, eh bien on va dire que la droite d'équation x égale a, c'est-à-dire la droite verticale qui passe par A, est une asymptote verticale ACF en A. D'accord ? Donc, on va avoir quasiment quelque chose de vertical lorsqu'on se rapproche toujours plus de A. Alors, on va peut-être quelques exemples avant la remarque. Si on prend les fonctions de référence, on en connaît hein, des cas tels que celui-là. Par exemple, la fonction inverse, donc qui a x associe 1 sur x,
Donc je vous rappelle sa représentation graphique, hein, ça fait quelque chose comme ça. Eh bien, on voit qu'on a une asymptote horizontale en moins l'infini, puisqu'on va tendre vers 0. On a une asymptote verticale en 0 moins, aussi en 0 plus, et puis une asymptote horizontale ici en plus l'infini. Si on prend la fonction exponentielle, par exemple, eh bien, là, c'est pas très droit. La fonction exponentielle, donc on a quelque chose qui fait comme ça, eh bien, il se trouve qu'en moins l'infini, on a une asymptote horizontale qui, comme dans le cas de la fonction inverse, hein, est la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire tout simplement l'axe des abscisses. Allez, un dernier exemple. Si on prend la fonction logarithme népérien, rappelez-vous, on a quelque chose qui fait comme ça. Eh bien, en 0 plus, on a une asymptote verticale, alors qui, comme dans le cas de la fonction inverse, est pour le coup l'axe des ordonnées, ou la droite d'équation x égale à 0. Alors, une remarque, calculer une limite, c'est pas forcément suffisant pour obtenir une représentation graphique précise. On a vu dans le cas ici, effectivement, juste avec la limite, j'arrive à dire il y a une asymptote horizontale, il y a une asymptote verticale, et donc pour la représentation graphique, je vais pouvoir faire quelque chose qui ressemble bien. Maintenant, dans le cas plus général, eh bien, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire quelque chose de précis. En particulier, il existe de très nombreuses façons de tendre vers l'infini. Si je prends, je sais pas moi, je peux essayer de tracer, alors je ne vais pas forcément faire quelque chose de très bien, mais si je prends l'exponentielle, on va avoir quelque chose qui fait comme ça. Si je prends, je sais pas moi, x carré, on va avoir quelque chose qui fait comme ça. Si je prends la racine carrée, je vais avoir quelque chose qui fait comme ça. Pour le log, log népérien, on va avoir quelque chose qui fait comme ça aussi. Donc vous voyez qu'on tend vers l'infini de façon différente. Clairement, l'exponentielle tend vers l'infini beaucoup plus vite que le x carré, qui tend beaucoup plus vite que la racine carrée ou le logarithme népérien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de comparer la fonction à d'autres fonctions simples, notamment les polynômes, pour essayer d'obtenir une représentation graphique plus fidèle à la réalité. Et en particulier, ce qu'on peut faire, parce qu'on ne va pas voir tous les cas, hein, mais on va voir le plus classique, on peut déjà essayer de comparer avec x, hein, la droite, y égale x. Alors, ce qu'on fait, eh bien, on regarde, donc là, on est dans le cas où la fonction tend vers l'infini. Donc là, je n'ai pas précisé, hein, x peut tendre vers plus l'infini ou moins l'infini, ça ne changera rien. Et la limite peut être plus ou moins l'infini, ça ne changera rien aussi. Hein. On va avoir le même type de comportement. Donc, si ma limite en l'infini, c'est l'infini, et que la limite de f de x sur x, en l'infini toujours, hein, le même, c'est également l'infini. Eh bien, on va dire que CF admet une branche parabolique de direction asymptotique verticale en plus ou moins l'infini, hein, tout dépend où est-ce qu'on est. Alors, l'idée ici, c'est que pour que cette limite ici soit plus ou moins l'infini, ça veut dire que le f de x, entre guillemets, il est beaucoup plus fort que le x. Et donc, on va tendre vers l'infini plus vite que x. Alors, plus vite, ça veut tout dire et rien dire. Hein. On peut avoir des cas très différents. Mais en tout cas, si je trace y égale x, donc la première bisectrice, eh bien, forcément, la fonction que j'ai, on sait qu'elle va tendre plus vite vers l'infini. Alors, des exemples classiques, il y en a plein. Prenez x carré, on est dans ce cas-là, l'exponentielle, on est dans ce cas-là aussi. Enfin, à vrai dire, toutes les puissances de x, hein, à partir de 1, ou strictement plus grand que 1 d'ailleurs,
on va être dans ce cas-là. Bon, si maintenant la limite c'était donc l'infini en l'infini, et que cette fois, la limite de f de x sur x c'est 0. Donc là j'avais plus l'infini, maintenant j'ai 0. Eh bien, dans ce cas-là, on va dire que CF admet une branche parabolique de direction asymptotique horizontale en plus ou moins l'infini. Alors, ici, pour avoir la limite qui vaut 0, ça veut dire que le x est plus fort cette fois que le f de x. D'accord? Donc, on va se retrouver dans un cas où, donc à nouveau, si je trace ma première bisectrice, eh bien, ma fonction va tendre vers l'infini moins vite. Quelque chose comme ça. Alors, des exemples classiques, eh bien, vous avez la racine carrée, par exemple, ou vous avez le logarithme népérien, hein, qui sont deux cas où on va effectivement tendre vers l'infini moins vite que x, et donc on va avoir une direction asymptotique horizontale. On voit bien, le horizontal, il vient de là. Quand on avait... c'était où? Hop, là, le vertical, hein, bah oui, effectivement, j'ai le vertical. D'accord, donc là, je suis horizontale et f tend donc vers l'infini moins vite que x. Et puis, alors, bah, la limite de f de x étant plus ou moins l'infini en l'infini, on a vu le cas plus ou moins l'infini, on a vu le cas 0, il nous reste le cas où f de x sur x a pour limite un nombre a, réel, non nul, fini. Bah dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que, alors, on est d'accord, pour avoir ça, ça veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, hein, va être égale à la limite de ax lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. J'ai les mêmes limites, hein. Alors j'ai pas forcément tout à fait le même comportement, mais en tout cas j'ai les mêmes limites. Ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'on va regarder la limite de f de x moins ax. Donc lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et si cette limite, c'est un nombre b réel, attention, un fini, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ou moins l'infini, ça va être égal à la limite de ax plus b lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Maintenant, ax plus b, bah, graphiquement, on sait ce que c'est, hein, ça va être une droite quand je vais faire la représentation graphique. Et le fait que j'ai les mêmes limites en l'infini, bah, nous dit que quand on va tracer, on n'aurait pas de différence entre la courbe de f et la droite, hein, d'équation y égale ax plus b. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on va dire que la droite d'équation y égale ax plus b, c'est ce qu'on appelle une asymptote oblique ACF en plus ou moins l'infini. Une remarque, on pourrait obtenir des asymptotes qui ne sont pas des droites. D'accord? Par exemple, on pourrait comparer f de x avec ax carré plus bx plus c, et si on trouve que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax2 plus bx plus c égale 0, eh bien ça voudrait dire que CF a une asymptote parabolique d'équation y égale ax carré plus bx plus c. Bon, alors pour trouver les a et les b, bon, bah, on calcule a en faisant la limite de f de x sur x carré, puis b, etc., etc. On trouve b, on trouve c de façon similaire. On pourrait aussi comparer avec d'autres fonctions. Bon, on va déjà se contenter des branches paraboliques de direction asymptotique horizontale, verticale et des asymptotes obliques. Ce sera bien suffisant pour nous. Bon, pour les variations, bah, c'est peu de choses à dire, hein. On fait un tableau de variations en général à partir du signe de la dérivée. Pour les points particuliers, je vous rappelle simplement, alors on peut chercher les racines, c'est-à-dire les x tels que f de x est égal à 0.
On peut chercher les points fixes, c'est-à-dire les x tels que f de x est égal à x. On peut chercher l'intersection avec l'axe des abscisses. Alors attention, l'axe des abscisses, c'est la droite d'équation y égale à 0. Donc c'est-à-dire qu'on cherche les x tels que f de x est égal à 0, hein, ou y égale à 0. Donc c'est la même chose en fait que chercher les racines. Et puis on peut chercher l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Alors l'axe des ordonnées, c'est la droite x égale 0. Donc en fait, l'intersection ou les intersections avec l'axe des ordonnées, c'est simplement les points de coordonnées 0, f de 0. Pour les tangentes, alors bien évidemment, il faut décider par avance en quel point est-ce qu'on va chercher ou calculer les équations des tangentes. Bon, je vous rappelle simplement que l'équation de la tangente ACF au point de coordonnées AF de A, eh bien c'est Y qui est égal à F' de A fois X moins A plus F de A. Bon, le dernier point, c'est l'allure de la courbe. Alors là, j'ai un peu plus de choses à dire. Pour donner l'allure de la courbe représentative, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors déjà, on se place dans un repère bien choisi. On a fait l'étude avant, donc on sait où est-ce qu'on va se placer. On sait si on a besoin d'aller jusqu'à plus l'infini en Y, on sait si on a besoin d'aller jusqu'à moins l'infini en Y, ou bien on a un minimum et donc c'est pas la peine d'aller plus bas, etc., etc. Donc on prend un repère bien choisi, on fait en sorte de voir ce qui se passe en Y, en X, de zoomer entre guillemets autant qu'on le peut. Et puis, alors on commence par indiquer les différents points de la courbe trouvée. Donc si on a calculé, trouvé des points fixes, des points d'intersection avec l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, etc., eh bien on les place dans notre repère. Et attention, placer un point, c'est mettre une croix, hein. Surtout pas un point, c'est une croix avec le point qu'on veut indiquer qui est au centre de la croix. Hein, si on fait un petit rond, un petit point, ce ne serait pas précis du tout. Ensuite, une fois qu'on a placé tous ces points, on va tracer les différentes tangentes trouvées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tangente et comment est-ce qu'on les met? Alors attention, on ne trace pas la droite complète, hein. On va simplement mettre un petit segment autour du point en question, et puis on va mettre des flèches aux deux extrémités, hein, c'est la notation classique. En particulier, on va indiquer les tangentes horizontales, donc les tangentes horizontales qui correspondent au point où la dérivée s'annule, donc ça vient directement du tableau de variation, et on va les indiquer simplement avec une flèche horizontale, vous voyez, avec justement des flèches des deux côtés. Et puis les tangentes verticales, au point où la fonction n'est pas dérivable parce que la limite du taux de variation va être plus ou moins l'infini. D'accord? Donc si elle n'est pas dérivable parce que le taux de variation admet une limite différente quand on est à gauche ou à droite, bon là ce ne sera pas le même cas, hein. Mais lorsqu'on a plus ou moins l'infini pour la limite du taux de variation, que ce soit d'un côté ou des deux, hein, eh bien on mettra une tangente verticale. En fait, c'est ça, la limite, le taux de variation qui tend vers plus ou moins l'infini, c'est comme si on avait une droite de pente l'infini. Bon, c'est quasiment une droite verticale. On mettra simplement une demi-flèche, hein, alors qui va être montante si la limite du taux de variation c'est plus l'infini, et une flèche descendante si la limite du taux de variation c'est moins l'infini. Bon, et puis si on a calculé d'autres tangentes, par exemple, je sais pas moi, au point d'intersection avec l'axe des ordonnées, eh bien on indiquera la bonne tangente, calculée, trouvée, tracée correctement, avec, encore une fois, les flèches aux deux extrémités. Vous avez une vidéo qui vous rappelle comment est-ce qu'on trace une droite connaissant son équation.
Une fois qu'on a tracé ces différentes tangentes, on va indiquer les différentes asymptotes, hein, qu'elles soient horizontales, verticales ou obliques. Pour les branches paraboliques de direction asymptotique horizontale ou verticale, on ne trace rien, hein, puisque c'est juste pour nous donner une idée de comment est-ce qu'on va tendre vers l'infini, mais ce n'est pas quelque chose de très précis. Donc on met les asymptotes, on met les droites, hein, on trace les droites correctement, et puis on sait qu'on va forcément s'en rapprocher toujours plus lorsqu'on va tendre vers le point en question. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va tracer une courbe qui va respecter tous ces éléments, donc qui va passer par les points tracés, qui va être tangent aux tangentes et qui va respecter les asymptotes, et puis qui respectera aussi, hein, les branches paraboliques s'il y en a. Bien, allez, faisons un exemple. Prenons la fonction f qui à x associe x plus 1 exponentielle de moins 2x. Alors, notre fonction f, où est-ce qu'elle est définie? Eh bien, on voit qu'on a un x plus 1 qui est défini sur R. On a une exponentielle ici de moins 2x qui est définie sur R. Donc, f est définie sur tout R. Ensuite, on a dit il faut regarder, alors, continuité, dérivabilité, aucun souci ici. Regardons les limites. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on va avoir la limite d'exponentielle de moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini qui va être égal à 0, et la limite de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini qui va être égal à plus l'infini. 0 fois l'infini, ça nous donne une forme indéterminée. Oui, mais il se trouve qu'on sait que la limite de x exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc je vais avoir x fois exponentielle de moins 2x. C'est pareil, hein, ça ne change rien par rapport à cette limite-là, donc qui va donner 0. Plus 1 fois exponentielle de moins 2x, qui a pour limite 0. Donc, eh bien, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et le fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 0, ça nous permet de dire que CF va admettre une asymptote horizontale d'équation eh bien, y égale à 0, c'est-à-dire en fait l'axe des abscisses, tout ça en plus l'infini. Si on regarde maintenant les limites en moins l'infini, c'est les deux seules limites, hein, qu'il y a besoin de calculer. Le reste, de toute façon, elle est définie sur tout R. Alors, en moins l'infini, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la limite de x plus 1 qui est égale à moins l'infini, exponentielle de moins 2x, alors quand x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. J'ai moins l'infini fois plus l'infini, pas de souci, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. Bon, maintenant, quand on a une limite comme ça en l'infini qui est égale à un infini, eh bien on sait que pour déterminer le comportement à l'infini, il nous faut calculer la limite, alors là, quand x tend vers moins l'infini, de f de x sur x. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah, c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de... Bah, j'ai tout ça divisé par x. Oui, bah, je vais prendre ça divisé par x. J'ai donc 1 plus 1 sur x fois exponentielle de moins 2x lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant, eh bien, lorsque x tend vers moins l'infini, je vais avoir 1 sur x qui tend vers 0, donc toute la parenthèse ici tend vers 1, et puis mon exponentielle, on a déjà dit que ça tendait vers plus l'infini.
donc ça vaut plus l'infini. Donc, on en déduit que CF admet une branche parabolique de direction asymptotique verticale en moins l'infini. Regardons maintenant, allez, les variations. Si je regarde les variations, alors calculons f' de x. F' de x, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, j'ai le produit de x plus 1 et de exponentielle de moins 2x. Donc, u'1 fois v e moins 2x plus u x plus 1 fois v', c'est-à-dire moins 2 e moins 2x. Ça me donne donc exponentielle de moins 2x, facteur de 1, moins 2x, moins 2. C'est-à-dire, eh bien, moins 2, moins 1, allez, je vais mettre comme ça, hop, exponentielle de moins 2x. Et maintenant, je peux faire mon tableau de variation. Pas forcément beaucoup de place, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, on est défini sur tout R, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. On voit ici que, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, le moins, on a 2x plus 1, l'exponentielle va jamais changer de signe, donc on est du signe opposé de 2x plus 1. Alors 2x plus 1, quel est son signe? Eh bien 2x plus 1, ça s'annule en moins 1 demi. Donc, là, je vais avoir 0 ici. Je suis négatif avant, positif après. Donc, quand je vais prendre f' de x, on a dit, c'est le signe contraire de 2x plus 1. Donc, je vais être positif avant, nul en moins 1 demi et négatif après. Et donc, f de x, eh bien, ça va être croissant, puis décroissant. Je vais indiquer mes limites. On a calculé la limite en moins l'infini qui était égale à moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a dit que c'était 0. Il nous reste à calculer f de moins 1 demi. Donc f de moins 1 demi, j'ai moins 1 demi plus 1 fois exponentielle de moins 2 fois moins 1 demi. Ça nous donne donc, plus grande ma parenthèse, ça nous donne donc, alors 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, exponentielle de moins 2 fois moins 1 demi, et ben ça fait exponentielle de 1. Donc j'ai e sur 2 que je vais mettre ici. Et donc on voit notamment que lorsqu'on va faire notre représentation graphique, c'est pas la peine d'aller jusqu'à 10 en ordonnée. On ne montera pas plus haut que e sur 2. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut par exemple chercher les points d'intersection entre CF avec l'axe des abscisses. Alors, quels sont les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses? Eh bien, XY est point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, si et seulement si. On a à la fois Y qui est égal à f de x, puisque c'est un point de CF, donc notre point XY appartient à CF, donc par définition, son Y, c'est f de x. Et puis, on veut également que XY soit un point de l'axe des abscisses, donc ça veut dire que Y doit être égal à 0. Et donc, tout ça revient à dire que f de x est égal à 0, et puis donc Y
ou y égale à 0. Allez, on va faire ça comme ça. Bon, maintenant, quand est-ce qu'on a f de x qui est égal à 0? Eh bien, on va avoir f de x qui est égal à 0, si et seulement si, donc x plus 1 fois exponentielle de moins 2x qui est égal à 0. L'exponentielle ne vaut jamais 0, donc ça revient à dire que x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire x qui est égal à moins 1. Donc il y a un unique point d'intersection entre CF et l'axe des abscisses. Et ce point, eh bien, c'est le point de coordonnées moins 1 et 0. C'est ce qu'on vient de démontrer. Regardons la tangente ACF en ce point. Eh bien, qu'est-ce qu'on a alors? On sait que on va avoir y qui est égal à f' de moins 1 fois x moins 1 plus f de moins 1. C'est-à-dire f' de moins 1 fois x plus 1 plus f de moins 1. Maintenant, que vaut f de moins 1? F de moins 1, on l'a démontré, ça vaut 0. Et puis f' de moins 1, alors rappelez-vous, f' de x, c'était moins 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x. Donc quand je remplace x par moins 1, je vais avoir moins 2 plus 1 qui fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus 1. Et puis, donc je vais avoir exponentielle de moins 2. Donc j'ai tout simple... de moins 2, pardon. Donc, je vais avoir tout simplement exponentielle de 2. Et donc, la tangente AF en moins 1, c'est la droite d'équation y qui est égale à, on a dit, f' de moins 1, de 2, facteur de x plus 1, plus 0. Donc en fait, je n'ai que ça. Allez, on peut aussi regarder, calculer la tangente AF en 0. Donc au point d'abscisse 0. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Donc y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Maintenant f de 0, ça vaut quoi? Eh bien, on a 0 plus 1 qui fait 1, exponentielle de 0 qui fait 1, donc ça nous fait 1. f' de 0, alors remontons, f' de 0, je vais avoir 2 fois 0 qui fait 0, donc je vais avoir moins 1 fois exponentielle de 0, donc j'ai tout simplement moins 1. Donc, eh bien, la tangente AF en 0, c'est la droite d'équation y égale moins 1, donc moins x, moins 0, mais qui ne change rien, plus 1. Allez, on va s'en tenir ici. On va simplement, pour terminer, eh bien, faire la représentation graphique. On va tracer tous les points, tout ce qu'on a trouvé précédemment. Alors, dans les points particuliers, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que donc on l'a vu dans le tableau de variation, il nous faut le point ici de coordonnées moins 1,5 e sur 2. Donc c'est le point qui est ici. Et ici, on va avoir une tangente horizontale puisque la dérivée s'annule en ce point. On a également trouvé le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées ou le point d'abscisse 0, comme vous préférez. On a calculé la tangente en ce point. La tangente, c'était donc y égale moins x plus 1. D'accord? Donc j'ai bien mon plus 1 qui est ici. Et puis, lorsque je me déplace de 1, je descends de 1. Et puis, on a trouvé aussi
que moins 1, 0 est le point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, et on a calculé la tangente qui a pour équation y égale e de 2 fois x plus 1. Bon, je l'ai tracé ici, e de 2, hein, il faut absolument prendre une approximation, hein, on ne peut pas faire mieux. Maintenant qu'on a tracé, placé tous nos points, nos tangentes, eh bien on peut finir de faire notre représentation graphique ou donner l'allure de la courbe. Alors, je vais partir de moins 1,5, 2. Je suis tangent en ce point-là. Je vais être tangent. Alors, on va essayer de ne pas passer à travers. C'est pas facile avec ce matériel. Hop, on est tangent ici. Et on sait qu'on a une branche parabolique de direction asymptotique verticale. Hein, donc, on descend rapidement. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Sinon, c'était limite, on revenait en arrière. Et puis, donc, de l'autre côté, j'ai pas fini. Donc là, j'étais tangent, je suis tangent ici, et j'ai mon asymptote horizontale en plus l'infini. Donc, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Allez, faisons maintenant un deuxième exemple. Alors, par moment, il est un petit peu plus compliqué que le précédent, mais il va me permettre de démontrer un certain nombre de choses qu'on n'a pas vu dans l'exemple précédent. Je prends la fonction f qui a x associe racine de x carré plus x. Le domaine de définition, bah là c'est déjà moins évident. Pourquoi? Parce que on sait que la fonction qui a y associe racine carrée de y n'est définie que pour y positif. Donc ça veut dire que f n'a de sens ou n'est défini que pour les x tel que ce qui est dans la racine, c'est-à-dire x carré plus x, est positif. Maintenant, quand est-ce que ça c'est positif? Alors là, il y a deux façons de le voir. Soit on voit que c'est un polynôme de degré 2, et donc on sait que c'est du signe de a en dehors des racines. Encore faut-il trouver les racines. Ou bien on factorise et puis on refait les calculs, ce qui revient au même. Alors là, il se trouve que factoriser, c'est très simple. Ça revient à dire que x, facteur de x plus 1, est positif. Donc, soit on fait un tableau de signes directement en disant que, encore une fois, on a le polynôme de degré 2 qui est du signe de a, donc ici 1, donc qui est positif en dehors des racines. Alors les racines, bon, bah, on voit facilement qu'on a 0 et moins 1. On va mettre le moins 1 ici, hop, 0 plus l'infini. Donc j'ai mes racines, et donc je suis du signe de a, donc plus en dehors des racines. Donc on a ce tableau de signes. Sinon, eh bien, on fait le tableau de signes avec une ligne pour le x, une ligne pour le x moins 1, et puis on fait le produit des deux, et on va retrouver le même tableau de signes. Donc, nous, on veut x carré plus x positif, donc le domaine de définition, eh bien, c'est moins l'infini moins 1, union 0, plus l'infini. Dérivabilité, continuité, là on sait que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Alors, quand est-ce que notre x carré plus x vaut 0? Eh bien en 0 et en moins 1. Alors, a priori, la fonction ne sera pas dérivable ni en moins 1 ni en 0. On peut le vérifier. Hein. Si on prend la limite lorsque x tend vers 0 plus, du coup, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, donc limite du taux de variation, qu'est-ce qu'on a? On obtient la limite
lorsque x tend vers 0 plus de racine de x carré plus x, le tout sur x. Ça, je peux le réécrire en disant que c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus, de racine de, alors x carré plus x, allez, je vais l'écrire, sur x carré, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 plus, de racine de 1 plus 1 sur x. Maintenant, lorsque x tend vers 0, 1 sur x tend vers l'infini, tend vers plus l'infini puisque j'ai 0 plus, bah plus 1 ça reste plus l'infini, et racine carrée en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on voit qu'effectivement la fonction n'est pas dérivable en 0 plus. De façon similaire, si je prends la limite lorsque x tend vers 1 moins de mon taux de variation, donc f de x moins f de moins 1, non f de, oui c'est moins 1, il manque un moins ici, moins 1 sur x moins moins 1, alors ça nous donne la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de racine carrée de x2 plus x moins f de moins 1 qui vaut 0 divisé par x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, on peut refactoriser comme on l'a fait tout à l'heure et remarquer qu'on a la racine de x fois x plus 1. Allez, on va directement, hop, mettre le x plus 1 au carré dans la racine carrée. On simplifie, on a donc la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de la racine carrée de x sur x plus 1. Maintenant, lorsque x tend vers moins 1 moins, alors mon x en haut tend vers moins 1, x plus 1 en bas va tendre vers 0. Alors le tout étant positif, hein, forcément, on l'a démontré ici. Donc, moins 1 divisé par, entre guillemets, 0, on va tendre vers plus l'infini, et la racine carrée en plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Donc, à nouveau, on voit que donc f n'est pas dérivable en moins 1 et 0. Pour les limites, alors, commençons par la limite, disons, en plus l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, bah, c'est la limite donc de racine de x2 plus x lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, aucun problème, x carré tend vers plus l'infini, x aussi. Donc, ce que j'ai dans la racine tend vers plus l'infini, et la racine en plus l'infini a pour limite plus l'infini. Quel comportement est-ce qu'on a en plus l'infini? Bah pour ça, il nous faut calculer la limite de f de x sur x. Alors, avant de calculer la limite de f de x sur x, parce que je vais en avoir besoin, et là on commence à rentrer dans les points un peu plus compliqués que je ne vous demanderai pas de savoir faire, hein, je vous guiderai s'il y a besoin. Donc on peut noter quand même que pour x positif, racine de x2 plus x, je peux le réécrire comme étant la racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x. Donc attention, hein, j'ai bien dit, je prends x strictement positif, donc en particulier différent de 0. J'ai besoin encore de... Alors, si je fais sortir mon x carré là de ma racine, parce que ça, c'est racine de x carré fois racine de 1 plus 1 sur x. Et racine de x carré, attention, c'est pas tout à fait x, c'est valeur absolue de x. Sauf que là, maintenant, comme j'ai pris x strictement positif, et eh bien ça, c'est égal à x fois racine de 1 plus 1 sur x. Mais attention, hein, c'est bien parce que j'ai fait l'hypothèse x strictement positif. Donc, à partir de là, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini
de f de x sur x. Qu'est-ce que c'est? C'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de x carré plus x, le tout sur x. C'est donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, on vient de démontrer que c'est x fois racine de 1 plus 1 sur x, Les x vont se simplifier, il me reste la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine de 1 plus 1 sur x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, 1 plus 1 sur x tend vers 1, racine de 1, ça fait 1. Alors, on est tombé dans le cas où limite de f de x sur x est égale à a fini. On sait que maintenant, il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. Moins a fois x, mais a vaut 1, donc moins x. Alors ça, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, racine carrée de x carré plus x, le tout moins x. Alors, attention, somme de deux racines, c'est absolument pas la racine des sommes. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par la quantité conjuguée qui va me permettre de faire, entre guillemets, disparaître, au moins en partie, mes racines carrées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais faire mon morceau, la racine de x2 plus x moins x, je vais le multiplier par la même chose, mais avec un plus. Donc racine de x carré plus x. Mais attention, je n'ai pas le droit de multiplier comme ça, donc je dois diviser par la même chose pour ne pas changer mon calcul. Alors en quoi est-ce que c'est mieux? Du coup, qu'est-ce que j'ai? Au numérateur, je me retrouve avec la ligne. Donc là, j'ai a moins b fois a plus b, donc identité remarquable. J'ai donc racine de x2 plus x carré moins x carré sur racine de x2 plus x, le tout plus x. Bon, ça c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré plus x moins x carré sur racine de x2 plus x, le tout plus x. Mais x2 se simplifie. J'ai donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur racine de x2 plus x plus x. Maintenant, j'utilise ce que j'ai dit ici. J'ai donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x fois la racine de 1 plus 1 sur x, le tout plus x. Vous voyez que du x, j'en ai ici, j'en ai là, donc je vais pouvoir simplifier, puisqu'au dénominateur, je peux mettre x en facteur et mettre plus 1 ici. J'ai donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1. Et ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc j'ai 1, racine de 1 qui vaut 1, plus 1 qui fait 2, j'ai donc 1 demi. Donc, ça veut dire que CF admet en plus l'infini une asymptote oblique d'équation y égale x plus 1 demi. Bon, on peut faire la même chose en moins l'infini. Alors, en moins l'infini, qu'est-ce qu'on a? C'est sensiblement la même chose. Alors, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que
quand je prends la limite, j'ai x carré qui va tendre vers plus l'infini, x qui va tendre vers moins l'infini, donc j'ai une forme indéterminée. Oui, mais ça, c'est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini, de racine de, je mets x carré en facteur, j'ai 1 plus 1 sur x. Maintenant, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc tout ça tend vers 1, lui tend vers plus l'infini, donc j'ai plus de forme indéterminée, et la limite va être plus l'infini. Je vais calculer la limite de f de x sur x. Alors pour ça, à vrai dire, c'est comme tout à l'heure. Il faut d'abord que je note que, alors, quel que soit x, plus petit que moins 1. Hein, c'est ce qu'on a besoin. Bon, j'aurais pu prendre strictement négatif, on va le prendre strictement plus petit que moins 1. Racine de x carré plus x. Bah, comme tout à l'heure, c'est racine carrée de x carré facteur de 1 plus 1 sur x. Ça, on a dit, c'est racine de x carré fois racine de 1 plus 1 sur x. Mais racine de x au carré, on a dit, c'est égal à la valeur absolue de x. Maintenant, attention, x, il est négatif. Donc, valeur absolue de x, c'est pas x, c'est moins x. Donc, j'ai moins x, racine de 1 plus 1 sur x. Et on le voit bien, hein, ça, c'est quelque chose de positif. Donc, je ne peux pas avoir x fois racine de 1 plus 1 sur x qui serait négatif. D'accord ? Bon, une fois que j'ai dit ça, bah, c'est plus très compliqué. Donc, limite de f de x sur x. Quand x tend vers moins l'infini. J'ai donc la limite de racine de x2 plus x sur x, lorsque x tend vers moins l'infini. J'ai donc, j'applique ce que je viens de dire, j'ai la limite de moins x racine de 1 plus 1 sur x, le tout sur x. C'est donc égal à la limite de moins racine de 1 plus 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc dans ma racine j'ai 1, racine de 1 ça fait 1, j'ai donc pour limite moins 1. Maintenant que j'ai moins 1, qui est un nombre fini, eh bien il faut que je calcule la limite de f de x, cette fois plus x, hein, parce que c'est moins 1 fois x, donc plus x. Eh bien, comme tout à l'heure, ça me fait la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de racine de x carré plus x. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais multiplier, alors cette fois, par la même formule, mais avec un moins. Racine de x2 plus x moins x. Je dois diviser par la même chose parce que je n'ai pas le droit de modifier comme ça hein, mon équation. Ma racine est un peu grande. Hop, là, moins x. Comme tout à l'heure, ça me donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x au carré moins x au carré, c'est une identité remarquable, divisé par tout ça. Je vais retrouver x carré x carré plus x moins x carré sur ma racine de x2 plus x moins x. Mais x carré se simplifie une nouvelle fois, donc je vais obtenir simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur, je vais réutiliser ce que j'ai montré ici, donc moins x racine de 1 plus 1 sur x, moins x. Encore une fois, je peux mettre moins x en facteur, donc à ce moment-là, je vais avoir plus 1 ici. Je vais simplifier mes x, donc il me reste la limite de 1 sur moins racine de 1 plus 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini. Et donc,
Eh bien, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc 1 plus 1 sur x tend vers 1 et racine de 1 plus 1 sur x tend vers 1, plus 1 ça fait 2, j'oublie pas le moins, j'ai donc moins 1,5. Donc ça veut dire que CF admet la droite d'équation y égale, alors on a dit moins x moins 1,5, comme asymptote oblique, asymptote oblique en moins l'infini. Alors notez que j'ai pas calculé les limites en 0 et moins 1, mais parce qu'en fait, j'ai pas de limite, hein, c'est la valeur, je vais calculer simplement f de 0 et f de moins 1. Je peux calculer, chercher quand est-ce que f de x est égal à 0, donc les racines ou l'intersection avec l'axe des abscisses. Bon, bah quand est-ce que j'ai f de x qui vaut 0? Lorsque racine de x2 plus x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x2 plus x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x facteur de x plus 1 vaut 0, c'est-à-dire pour x égale 0 ou x égale moins 1. Donc on aura deux intersections, deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, justement en x égale 0 et x égale moins 1, nos deux points limites, nos deux bornes du domaine de définition. Cherchons si on a des points fixes, f de x est égal à x. Alors, quand est-ce qu'on a f de x qui est égal à x? Eh bien, lorsqu'on a racine de x2 plus x qui est égal à x, c'est-à-dire lorsqu'on a, alors je vais prendre le carré, donc je vais avoir x2 plus x qui est égal à x carré. Attention, j'ai perdu une information. J'ai x qui doit être forcément positif, puisque x est égal à une racine, c'est-à-dire à quelque chose de positif. Bon, vous voyez que ici, mes x carrés vont se simplifier. Il me reste x qui est égal à 0 avec x positif, c'est-à-dire x égale 0, et c'est tout. Donc ça veut dire que f admet un unique point fixe. Et ce point fixe, eh bien, c'est 0. Allez, pour terminer, eh bien, on va calculer la dérivée. Alors, f' de x, qu'est-ce que ça vaut? J'ai racine de x2 plus x, que je peux écrire sous la forme x2 plus x puissance 1/2. Donc, la dérivée, je vais avoir 1/2 fois u', alors 2x plus 1, fois mon x2 plus x puissance 1/2 moins 1, donc moins 1/2, c'est-à-dire 2x plus 1 sur 2 fois la racine carrée de x2 plus x. Bon, mon dénominateur ici, il est toujours positif. 2 racine de x2 plus x est positif, et ça, quel que soit x, dans le domaine de définition, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Donc, le signe de f', eh bien, c'est le signe de 2x plus 1. Alors, là, c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas trop comment tracer, parce que, voilà, on a un trou, là, entre moins 1 et 0, où il ne se passe rien. Alors, je vais pas mettre une double barre, parce que, c'est pas des valeurs interdites, moins 1 et 0, absolument pas. Alors, je vais barrer comme ça, pour dire qu'il y a un trou entre les deux. Qu'est-ce qu'on a, alors ? Il nous faut le signe de 2x plus 1. Allez, je vais mettre le signe de f', même si c'est le même. Donc, 2x plus 1. 2x plus 1, ça va s'annuler en moins 1/2. Bon, moins 1/2, pour le coup, c'est dans la zone là où notre fonction n'est pas définie.
Par contre, on va être négatif de ce côté-là, positif ici. Donc f' de x, bah, c'est pareil, hein, c'est du même signe. Et donc f va être décroissante sur ce morceau-là et croissante ici. Et puis bah, on a déjà tout trouvé. Donc la limite en moins l'infini, on a dit que c'était plus l'infini. Hein, on l'a montré ici. Voilà. La limite en plus l'infini, on a dit que c'était plus l'infini aussi. Donc j'ai plus l'infini ici. Et puis ici, on a dit qu'on a f de x qui vaut 0 en 0 et en moins 1. Donc j'ai 0 et 0. Allez, terminons par la représentation graphique. Alors ici, on est dans un cas où on a... allez... 4 éléments à mettre. Hein, on n'a pas calculé grand-chose, mais on a quand même... on a montré une asymptote oblique en plus l'infini, qui est la droite d'équation y égale x plus 1,5. Donc je trace ma droite, hein, je passe bien par 0, 1,5. Et puis quand je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 1. J'ai mon asymptote oblique en moins l'infini, qui est la droite d'équation y égale moins x moins 1,5. Je vais placer mes tangentes verticales en 0 et moins 1, puisqu'on a démontré que la fonction n'était pas dérivable ni en 0 ni en moins 1, mais avec la limite du taux de variation qui était plus l'infini. Donc je vais mettre comme ça en 0 et en moins 1 une flèche verticale comme ça. Hop là. Tac. Donc j'ai mes deux flèches. Hein, donc c'est des vraies tangentes. Et puis bah, c'est tout en réalité hein, ce qu'on a démontré, puisque le point fixe qu'on a trouvé, bah, il est déjà indiqué puisque c'est 0, 0. Les intersections avec l'axe des abscisses, bah, c'est le moins 1 et c'est en 0, donc c'est déjà tout mis. Donc il ne reste plus qu'à tracer, en fait on n'a pas beaucoup de choses. Donc j'ai ma tangente verticale ici et j'ai mon asymptote en plus l'infini, donc on va tendre vers cette fonction-là. Et puis de la même façon, je vais avoir, hop, de ce côté-là, bon, je vais avoir du mal à faire quelque chose de très précis avec ce matériel, mais voilà, on a quelque chose de ce genre-là. D'ailleurs, on pourrait démontrer qu'on a une symétrie hein, par rapport à l'axe x est égal à moins 1,5. C'est pas quelque chose que je vous demanderais de savoir faire.